qui arriveront au fur et à mesure de leur arrivée. Je suis Antoine Jaune, donc certains d'entre vous me connaissent pour mon rôle à PSA, qui a duré un certain nombre d'années, dont les 20 dernières avaient ici tout près d'ici. Et depuis longtemps, je suis aussi actif avec l'association Initiative et Changement, qui vous accueille tous ce soir. Et je dirais, pour en faire, vous voyez la présentation institutionnelle sur le site, etc., et pour en faire une présentation plus personnelle, je dirais que c'est une association qui se préoccupe d'éthique au sens propre, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de comportement, elle pose des questions, d'abord à soi-même et ensuite à notre environnement. Et si on veut s'engager pour améliorer quelque chose dans le monde, il est bon d'être soi-même prêt à résister aux pressions, prêt à tout point de vue. Et puis donc l'année dernière, j'ai créé une structure qui s'appelle Éthique Pratique Conseil, qui veut aider les entreprises à mettre en œuvre une cohérence entre leur stratégie, leur politique interne et leur politique vis-à-vis de leurs parties prenantes, fournisseurs et autres. C'était assez naturel comme évolution. Voilà. Je vous présente tout de suite mon collègue ami Mounir Beltaïfa, qui est tout à fait là-bas à vous, qui va co-animer avec moi la soirée. Après un début de carrière qui l'a conduit, entre autres, à être consultant auprès de Ernst & Young, il est devenu son propre patron quand il a fondé Bridger One, une entreprise qui propose aux entreprises PME essentiellement des stratégies de développement accéléré. Il nous dira un petit mot tout à l'heure, j'inviterai à prendre la parole peut-être à la fin de la réunion, puisqu'il est engagé dans de multiples activités, dont notamment Connect, qui est une association qui regroupe des Français et des Tunisiens qui sont intéressés au développement économique et aux relations économiques entre les deux pays. Il est aussi le vice-président de l'Initiative of Change International, et ensemble on anime certaines actions dans le domaine des entreprises. Et donc, je tiens à remercier Transparency International également d'être parmi nous, et Mme Laurence Fabre en particulier de s'être détachée des autres activités d'aujourd'hui, puisque je crois qu'aujourd'hui il y a eu la publication du rapport annuel. L'indice de perception. L'indice de perception. Donc, la Transparency n'a pas besoin d'être beaucoup présentée. Vous savez que c'est une association internationale qui mène une lutte très persistante et très profonde contre la corruption, et qu'il s'agisse des gouvernements ou même du secteur privé. C'est justement la spécialité de Mme Laurence Fabre. Donc, voilà. Et donc, il est, je pense, pas utile de préciser que nos objectifs sont profondément convergents, ça deviendra assez évident au cours de la soirée. Alors, on va aborder, je présenterai nos amis orateurs aussi à leur tour, mais on va aborder l'éthique ce soir d'un point de vue très pratique, pas que philosophie. La gestion, on disait, il y avait un professeur à l'économie qui disait la gestion est un art tout d'exécution. On peut dire la même chose pour l'éthique. L'éthique, c'est la pratique. Même Aristote avait dit un truc dans ce genre-là déjà à son époque, en disant que la vertu intellectuelle vient de l'instruction et de la pratique, mais la vertu morale est fille des bonnes habitudes, donc de ce qu'on fait tous les jours. Donc c'est un dialogue entre praticiens ce soir, et nous sommes tous ce soir des experts, puisque nous avons tous, finalement, chacun notre expérience. Donc, je pense que l'éthique va nous faire réagir à 3 niveaux. Il y a le niveau personnel, chacun a une mission personnelle. Il y a le groupe, l'équipe de travail dans laquelle on se trouve, qui a ses codes, ses modes de comportement. Puis il y a l'institution, le plus souvent l'entreprise, qui a ses normes, ses valeurs affichées et ses valeurs pratiquées, qui sont parfois deux choses différentes. Son organisation et sa stratégie. Les défaillances éthiques sont rarement à un seul niveau. On ne peut pas pointer toujours du doigt. Pas de Jérôme Cardiel, je pense, dans une culture relativement toxique au niveau de la division de la banque d'investissement de la Société Générale. Pas de scandale Oxfam, si ça vous dit quelque chose, sans avoir, je dirais, une direction qui excuse et regarde ailleurs, un sens du secret assez développé. Et bien sûr, pas de Dieselgate non plus, sans un PDG qui a visiblement une défaillance dans son sens moral. Donc l'essentiel pour une entreprise, ça va être de créer une culture de confiance, aussi un thème très cher à l'initiative et changement,
Il crée aussi une culture d'ouverture vers l'intérieur et l'extérieur. Et finalement, ce qui va résulter dans un ensemble de pratiques, de réflexes, des valeurs mises en action, qui seront exécutées inconditionnellement au quotidien, qui seront donc une sorte de culture commune. Et ça, l'entreprise ne le fera pas sans ses salariés. Il y avait ce propos qu'on prête au confiseur, comment il s'appelait, c'était M. Deteuf qui avait écrit, Oscar Barenton. Oui, c'est ça. On est sûr qu'une maison marche bien le jour où chacun de ses employés raconte à ses amis que c'est lui qui fait marcher la boîte. Alors, comment concilier ces conditions personnelles, les comportements de groupe et la culture d'entreprise? Comment faire évoluer cette culture d'entreprise? Comment porter avec l'entreprise la notion de responsabilité sociale et environnementale? Comment, sans se détourner des priorités immédiates et légitimes de l'entreprise et sa compétitivité, lui permettre de contribuer, par exemple, aux objectifs de développement durable des Nations Unies? C'est le thème de notre échange. Et donc, je vous propose qu'on commence en écoutant d'abord Mike Smith. We will talk English a little bit. With you, Mike. But I will introduce you in French. Donc, Mike Smith est un journaliste indépendant qui est l'auteur de plusieurs livres, donc il en a apporté un, le dernier, que vous pourrez éventuellement regarder et acheter à la fin. Il a travaillé pendant toute sa carrière en lien avec l'initiative et changements en Royaume-Uni, l'initiative of Change UK. Il a été notamment le cofondateur et le rédacteur en chef de la revue For a Change. Il est aussi allé plusieurs années en Inde où il a travaillé comme directeur de production de l'hebdomadaire Himat. Il a donc, au cours de ses séjours en Inde et de son travail en Angleterre, publié de nombreuses histoires portant sur le développement industriel et sur les questions d'intégrité et de coopération. Donc ces livres réunissent essentiellement des témoignages, ce qui est intéressant, et des expériences d'entrepreneurs éthiques et de salariés qui ne se satisfont pas du statu quo. Alors ces livres, les deux derniers, c'est Great Company, 2016, et puis celui de 2019, Leading with Integrity, donc avec des recueils de ces histoires. So much if you would like to make your presentation now. Merci beaucoup, Antoine. Bonsoir, madame et monsieur. Je suis très heureux à parler avec vous ce soir, avec tout le monde. The founder of our International Work of Initiatives of Change used to say the only words that he understood in French were mauvais garçon. And that is about the limit of my French. So I apologize that I have to speak to you in English, if you will be patient with me. I have a little idea of what Anton just said about me, but for all I know, Antoine could have been as rude as he likes about me, and I would have been none the wiser. I wasn't. You weren't, I know you weren't. Ladies and gentlemen, any focus on ethics in business has to address the responsibility of business towards climate change, global warming, and the Sustainable Development Goals. It has been the main focus of Davos this week. And I appreciate Greta Thunberg's passion and urgency, and her emphasis that some politicians are in denial. But businesses are responding, such as the electric car industry, for instance. I've written in my book, Leading with Integrity, about 5 pillars of trust in the economy: sustainability, integrity, cooperation, purpose, and stewardship. And I'm just going to tell you a couple of stories from the book, a couple of individuals who I've written about, just to get the ball rolling for the rest of the evening.
when it comes to the sustainability of the planet, I want to tell you a story about a man called Lawrence Bloom. It involves his transformational change of heart. In the 1980s, Bloom had made a fortune in the commercial property market in the City of London. He was in his early 30s and had a 7-bedroom mansion on Hampstead Heath in North London and a Mercedes parked outside. And he said to himself, "Is this it? Is this all there is to life?" As a young man, he had worried that he would not have enough money. Now he was worried that he would lose all the money that he had. So he faced an existential crisis. So he went on a binge drinking spree for 3 years, as he said. Not very good for my liver. And then he pulled himself together. And he realized that he was not nurturing his soul. Now, he said, "You can call it whatever you like, but that is what I call it." And he said he needed to get into right action, not wrong action. And right action for him was joining the executive committee of Intercontinental Hotels, one of the world's largest hotel chains. And he was put in charge of their $3 billion property portfolio. And he decided that they needed an environmental manual. So he and his team wrote it, and one paragraph had a very far-reaching impact. It offered hotel guests the choice of having a clean towel every day or keeping your same towel. And at first, the chief financial officer was appalled by this suggestion, thinking that hotel guests would not accept it. But Lawrence Bloom stuck to his guns. He was certain it was the right thing to do. But he also went through 3 months of sleepless nights because he feared that he might lose his job, he might be given the sack. Luckily, he gained the support of the chief executive, the Dutchman, and they agreed to this new practice. Then Bloom said they needed to share it with their competitors. And there was consternation. But the CEO knew Prince Charles and said, "I'll go and talk with him." They met Prince Charles at his country estate, Highgrove, and Prince Charles immediately saw the relevance. And he called together the CEOs of the world's largest hotel chains. And he urged them to put into practice what became known as the Prince Charles Initiative, though it was in fact Lawrence Bloom's initiative. Thus, towel recycling is now standard practice in 5 million hotel bedrooms worldwide. And it has cut hotels' water and detergent use and had a significant effect on their environmental impact. Not only that, they introduced the door key, which you put in a slot in the wall to connect the electricity, so that you can't leave the lights on when you leave your room. And of course, all this has had a great effect on the bottom line. And in so many cases in business, it is cost effective to be environmentally friendly. And Prince Charles, as you know, has just been meeting with Greta Thunberg in Davos. I also report
in my book about the French multinational Accor, with over 4,800 hotels in 100 countries, which has its headquarters here in Issy-les-Moulineaux. And Accor says that for every night that a hotel guest does not need a clean towel, they will give half the savings to plant trees. And Accor's aim is to plant 10 million trees by next year, supporting 375 projects in 25 countries. So I also report this in the book. So is it possible for business leaders to take a courageous stance against corruption? I've written several stories about this, and I'll just tell you one of them. It's about a man called Vivek Asrani, who runs a company called Kemo Fasteners in Mumbai, India. They make and distribute industrial staplers. Now, he could have doubled his turnover with a single contract which a company wanted to sign with him. Doubled his turnover. But, he said, he'd never met such a corrupt purchasing officer who wanted kickbacks, he wanted bribes under the table. So Asrani turned him down. He said the integrity of our company is paramount. And in so doing, he said to his staff, what will it take for us to double our business honestly in terms of quality, service to the customer, price and product range? And in the end, that same corrupt purchasing officer came back to him 3 years later and wanted to sign a contract on the basis of absolute honesty. So Kemo is now the market leader in India in their particular niche market, with 400 products and distribution centres in 90 cities. And we can go into more stories like that if we've got time to do so. But what impresses me is the courage it takes to do the right thing. Too many companies do the wrong thing, including child exploitation of labour in African and Asian countries, or paying minimum wages in the West. So there is always a social dimension in business towards all stakeholders. I asked an auditorium of 500 business students in Pune, India, what they understood by the word integrity. And there was a long silence. And I just stood there waiting for a reply. Then one hand went up. And a young man said, it's doing the right thing when no one else is looking. And I thought that was rather a good reply. Memorable reply. It's doing the right thing when no one else is looking. But you also have to decide what is the right thing to do. And we can go into that a little bit more. Thank you very much. Carrière franco-allemande auprès de nombreuses sociétés que je ne détaillerai pas, puis il a rejoint les rangs de BNP Paribas. Et c'est au sein de cette entreprise qu'il est devenu un innovateur et un intrapreneur social, puisqu'il a introduit BNP deux innovations, la microfinance et le financement des entreprises sociales. Les activités lancées en 2006 et en 2013 en Asie, en Afrique, en Amérique latine, puis en Europe, puis aux États-Unis, représentent maintenant plus d'1 milliard d'euros d'engagement, et donc avec un impact social, comme vous pouvez l'imaginer, important. Il a résumé les leçons de son expérience, lui aussi dans un livre. Alors, il est le livre qui est là-bas. Je ne dirais pas le petit livre rouge, mais... C'est le moyen livre rouge. Voilà, merci. Et donc, ce guide de l'entrepreneur social qui lui a permis de diffuser la manière dont on opère comme ça en tant qu'intrapreneur à l'intérieur d'une société,
Et il a été appelé à intervenir dans une centaine de conférences. Alors c'est peut-être la 101e, celle-là, je ne sais pas. J'ai arrêté de compter. Ah, t'as arrêté de compter. Voilà. Il est aussi engagé auprès des alumni de Sciences Po, son alma mater, où il est vice-président du groupe économique, social et solidaire, qui a été créé en 2012, membre du bureau du groupe Finance. Et puis, est en position centrale dans notre panel, parce qu'en fait, il a été pendant 9 ans administrateur et puis président de l'initiative avec Changement France, et puis il a été aussi pendant 6 ans, ou 5 ans, 6 ans, membre du conseil d'administration de Transparency International. Voilà. Donc on lui passe la parole. Je vais essayer d'être aussi fascinant. J'étais fasciné par la qualité de votre écoute, parce que c'est quand même plus difficile évidemment dans une langue étrangère. Donc heureusement Michael parle très très clairement. C'est un Britannique qui a de nombreuses qualités, en particulier qui parle un très bon anglais. Donc je vais essayer d'être aussi clair. Alors, j'ai préparé un joli discours que je ne vais pas vous lire, je vais plutôt vous parler un petit peu avec les tripes, avec passion. Sur le sujet, le cœur du sujet aujourd'hui, en fait, c'est le lien entre l'individu et l'organisation. L'éthique d'un point de vue personnel et la déontologie professionnelle. Alors, je vais l'aborder sous 2 angles à travers mon expérience personnelle. D'une part, mon expérience d'intrapreneur chez BNP Paribas. Je vais un petit peu entrer dans l'histoire, enfin dans les détails de ma propre histoire, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre de Michael parce qu'il parle un petit peu de moi, quelques pages. Voilà. Et puis vous avez également dans mon propre livre, ça n'est pas que mon histoire, c'est l'histoire d'une vingtaine d'autres intrapreneurs dans d'autres organisations, avec l'idée fondamentale, comment est-ce qu'un acteur à l'intérieur du système, quelqu'un qui est vraiment déterminé, qui a une voix intérieure, qui a envie de changer quelque chose parce qu'il se dit ça ne peut pas continuer comme ça, comment cette personne peut être un acteur de changement dans l'entreprise. Et je parlerai également sous l'aspect engagement des salariés, c'est-à-dire sur l'aspect bénévolat et mécénat de compétences. Je définirai tout à l'heure un peu plus le sujet. Pour situer le contexte, aujourd'hui, on est vraiment dans un monde qui a énormément changé. Enfin, je me rappelle du tout début de Transparency International en France. Je me rappelle d'avoir rencontré le fondateur historique Peter Hagen à Berlin, et j'étais proche de Daniel Demel, fondateur en France de Transparency International. Ça a été des absolus pionniers sur ces sujets de corruption et plus généralement les sujets qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale de l'entreprise. Et en fait, on était dans un contexte, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, où d'un côté, on avait les entreprises dont le but était de faire du profit, je caricature évidemment, et de l'autre, on avait les associations dont le but était le bien commun ou l'intérêt général. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est une chose dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois avec la loi Pacte, etc., le discours de Marseille d'Antoine Riboud, fondateur historique de BSN devenu Danone, qui, devant un parterre de patrons en 1972, avait dit que l'entreprise avait un but économique, enfin, c'est le double projet économique et social. Et il s'est fait huer par les autres patrons, enfin ce qui était le CNPF à l'époque, devenu le MEDEF, parce qu'à ce moment-là, ce genre de propos était totalement inaudible. Et aujourd'hui, quand le successeur de son successeur, donc vous avez Antoine Riboud, Franck Riboud et maintenant Emmanuel Faber, depuis 2-3 ans, quand Emmanuel Faber dit, dans des patrons, je cite, l'économie sans le social, c'est la barbarie, et le social sans l'économie, c'est de l'utopie, ça ne surprend plus personne. C'est intéressant parce que le monde a changé. On avait des mondes où les ONG d'un côté et les entreprises de l'autre, chacun était dans son petit monde.
Et maintenant, ces deux mondes sont en train de se rapprocher et de se parler de plus en plus. Et nous, on est au milieu et c'est extrêmement intéressant. Et en particulier, ce qui a changé, c'est que l'entreprise, il y a quelques années, avait tendance à dire « nous sommes uniquement un acteur économique, la société n'est pas notre affaire ». Je me rappelle d'une publication qui a été faite par l'IMS, l'Institut de mécénat de solidarité, donc Claude Bébéard et tout ce qui tourne aujourd'hui. Ça s'appelait, il y a 20 ans, ça s'appelait La société, une affaire d'entreprise. C'était totalement précurseur. Et aujourd'hui, toutes les entreprises considèrent que, bien évidemment, elles sont là pour produire des biens, vendre des services à des clients, et que les fournisseurs, c'est important, mais qu'il y a aussi un rôle social, et comme l'a rappelé Michael tout à l'heure, aussi le rôle environnemental, le changement climatique, c'est un truc qui concerne tout le monde. Et puis en sens inverse, les associations qui étaient très souvent dans des attitudes extrêmement hostiles au monde de l'entreprise, de dire les gros méchants capitalistes qui ne pensent qu'à gagner de l'argent sur le dos des pauvres, etc., sont devenus aujourd'hui des acteurs de changement en collaboration avec les entreprises, en montant des partenariats qui sont extrêmement intéressants parce que les deux mondes vont chacun apporter leur vision. Alors, bon, je vais essayer, il faudra me modérer parce que je suis un intarissable bavard, j'ai de quoi parler pendant 3 heures. Pendant des années, les entreprises ont considéré également que l'engagement de leurs collaborateurs, le bénévolat, ce n'était pas leur sujet, ça relève de la vie privée. Alors qu'en fait, dans les entreprises, les salariés sont souvent des gens engagés ou très engagés. Je me rappelle il y a quelques années de ma surprise quand j'ai entendu ces chiffres. 55% des salariés dans les entreprises sont ou ont été bénévoles. Ils ont une expérience de bénévolat. 45% n'ont jamais été bénévoles, mais là-dessus, seulement une toute petite minorité disent « moi, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon affaire ». La majorité de ceux qui n'ont pas été disent « j'ai pas eu l'occasion, mais c'est vrai, si j'en avais l'opportunité, je le ferais ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, depuis 5 à 10 ans, les entreprises considèrent qu'elles peuvent avoir un rôle à jouer pour favoriser l'engagement de leurs salariés et que c'est même dans leur intérêt. Quelques exemples. Alors on appelle ça le bénévolat de compétences. Alors un exemple historique, c'est AXA qui depuis plus de 30 ans a créé quelque chose qui s'appelle À tout cœur. À tout cœur qui est une association interne qui travaille avec plus de 200 associations externes à AXA pour faire du partenariat, du bénévolat des salariés. Et puis à côté du bénévolat, s'est développé depuis à peu près 7 ou 8 ans ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Alors je suis moi-même un acteur du mécénat de compétences parce que chez BNP Paribas, mon dernier poste était dans le mécénat de compétences et aujourd'hui, pour tout vous dire, je suis depuis 2 mois en mécénat de compétences chez Habitat Humanisme, qui est une très belle association en Bretagne, donc je suis venu spécialement de Bretagne, et donc prêté à une association pour aider l'association à accomplir son but. BNP Paribas n'a pas été le pionnier absolu, c'est Orange qui, depuis une dizaine d'années, donc, a eu 2500 personnes qui ont été ainsi insérées dans des entreprises et qui ont fait un travail d'accompagnement de ces entreprises pour la réalisation de leur but, mais il y a aussi des entreprises comme La Poste, comme l'Air Liquide, même la Banque de France s'y est mise, donc voilà, vous pouvez imaginer. Et bon, côté BNP Paribas, c'est à peu près 300 personnes maintenant depuis 4 ans qu'on a lancé le sujet. Autre forme d'engagement des salariés, c'est ce qu'on appelle les journées solidaires. Entre guillemets, vie ma vie. C'est-à-dire que pendant une journée,
un groupe de salariés d'une entreprise, ou éventuellement individuellement, vont aller se plonger dans la vie d'une association et essayer de contribuer un petit peu pendant une journée à ce qui se passe dans cette association. Par exemple, la SNCF a été dans ce domaine très très pionnière, puisque il y a 1 millier de salariés qui sont impliqués. Alors ils ont tous, les 100 000 salariés de la SNCF ont tous la possibilité de prendre entre 1 jour et 10 jours pour faire du bénévolat de compétences. Dans la réalité, pour faire du mécénat de compétences, puisque c'est sur leur temps de travail. Dans la réalité, c'est 1 millier de salariés, ce qui est déjà pas mal, c'est généralement des durées de 2 ou 3 jours. Et depuis 1 an, BNP Paribas a lancé une initiative qui vise à ce que, dans le monde entier, chacun des 200 000 salariés puisse bénéficier au minimum d'une demi-journée, ce qui veut dire dans la réalité 2 ou 3 jours pour ceux qui le demanderont. Dans le monde entier, ça veut dire multiplié par 200 000, ça c'est la perspective de ce qu'on appelle en interne le million d'heures, c'est-à-dire 1 million d'heures données sur le temps de travail aux salariés de BNP Paribas pour des associations. Alors voilà pour le sujet du bénévolat, du mécénat de compétences, l'engagement des salariés, qui est quelque chose qui est relativement accessible, qui est relativement facile à mettre en place, en tout cas pour concernant le bénévolat, et qui devient une pratique de plus en plus courante. Autre aspect de l'engagement, alors qui est un peu plus compliqué, c'est le sujet de mon livre, c'est le sujet de l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat social. Un intrapreneur, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur d'une entreprise et qui, à un moment donné, le mieux c'est que je vous raconte mon histoire et ça va l'illustrer tout à fait bien. Donc moi j'étais un salarié ordinaire qui vivait sa vie ordinaire de banque commerciale classique. J'étais à l'époque dans le cash management après avoir fait différents métiers, commerce international, etc. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser à la microfinance. C'était 1 an avant que le professeur Yunus ne reçoive le prix Nobel de la paix, donc c'était en 2005. Et j'avais commencé en fait, c'est là où on voit le lien entre l'engagement personnel en tant que bénévole et l'engagement institutionnel, j'avais commencé en fait à m'intéresser à la microfinance par l'intermédiaire d'une association qui s'appelle l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, que certains d'entre vous connaissent. J'avais créé à l'intérieur de la banque un petit groupe, mais totalement souterrain, enfin je veux dire la direction générale ne s'est pas rendu compte qu'il se passait quelque chose. Et donc ce petit groupe faisait du bénévolat de compétences avec l'ADI à Paris. Et après 1 an ou 2 de cette pratique, j'ai commencé à regarder un peu plus largement le monde de la microfinance et à me rendre compte que en fait, c'était un vrai sujet pour l'entreprise. Je vous rappelle le contexte, on était dans un contexte où il n'y avait pas encore un truc qui s'appelle la RSE aujourd'hui, la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y avait un vague département avec 2 personnes sur 200 000 personnes qui s'occupaient du reporting environnemental, ça s'appelait le développement durable. C'était tout. Le sujet n'était pas encore mûr en matière de responsabilité sociale de l'entreprise. Et moi j'ai eu une petite idée, c'est que ça pourrait être un bon sujet pour l'entreprise de financer des institutions de microfinance, c'est-à-dire de faire comme le faisait l'ADI, mais de le faire mondialement. Et 2, que ça pourrait avoir un impact social absolument considérable, parce que dans un pays en développement, avec 500 € et même 50 € en Afrique, vous financez un micro-entrepreneur. Donc cette intuition, cette voix intérieure sur le fait que la banque peut le faire et qu'elle doit le faire. Et en fait, ça m'a amené cette idée simple. Alors j'avais, comme toute légitimité, j'avais le fait que j'étais bénévole de l'ADI. Donc c'était pas tellement, j'étais pas vraiment un expert du sujet, mais comme personne parmi mes 200 000 collègues n'était plus expert que moi, donc je passais pour un expert. Et bref, je suis allé vendre, entre guillemets, mon idée en interne auprès
du directeur Asie, du directeur Afrique, du directeur Amérique latine, du responsable de la banque privée, etc., etc. Bref, je vous la fais courte. En 4 mois, j'avais rencontré individuellement une quarantaine de personnes, toutes me disant c'est une bonne idée, c'est une bonne idée, il faut que la direction générale décide. Je parlais à des gens qui étaient 3 degrés au-dessus de moi, qui étaient 1 ou 2 degrés en dessous de la direction générale, mais tout le monde me disait c'est une bonne idée, il faut que la direction générale décide. Au mois de mai 2006, je me suis dit soit je vais vendre l'idée à une autre banque, soit je crée un fonds d'investissement, mais il me fallait 50 millions, donc je n'avais pas tellement la capacité de lever 50 millions, soit je tente le tout pour le tout et je vais proposer effectivement le sujet à la direction générale. J'ai demandé donc un rendez-vous au numéro 2 de la banque, il a trouvé que c'était une bonne idée, et un mois plus tard j'ai présenté le sujet donc, au comité de direction générale, et si je suis aujourd'hui pour raconter l'histoire, c'est que ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça représente, avec un deuxième projet qui a commencé en 2012-2013, sur les entreprises sociales, ça représente 1,3 milliard dans le total de bilan de la banque. Donc ça fait quelque chose de significatif. Quand j'ai commencé, on s'était donné comme objectif au début 50 millions, ce qui me semblait déjà très très ambitieux. Et là maintenant, microfinance 300 millions, entrepreneuriat social à peu près 1 milliard. Et avec un impact sur plus de 2 millions de personnes. Voilà comment un individu, un intrapreneur peut faire changer l'entreprise de l'intérieur. Alors j'ai un autre exemple chez Leroy Merlin, qui s'appelle Nicolas Cordier, que je cite également dans mon livre. Nicolas, lui, il a le record mondial de tous les intrapreneurs que j'ai interviewés, puisque Nicolas, il a rencontré individuellement ou en groupe plus de 200 personnes. Il faisait son job à côté, comme moi je faisais mon job à côté, personne ne nous avait mandaté. Et Nicolas, il a mis plus de 2 ans pour convaincre sa direction générale que Leroy Merlin, donc entreprise qui fait des équipements de la maison, matériel de bricolage, etc., noue des partenariats avec des associations comme Habitat Humanisme, Emmaüs, etc., sur le logement. Il a mis 2 ans pour convaincre. Aujourd'hui, il est en charge à 100% du sujet. Et des exemples comme ça, j'en ai une vingtaine dans le livre. Conformément à ta demande, Emmanuel. Oui, il faut m'arrêter. Bon, alors, je vais dire juste en 2 mots. Depuis 2-3 ans, les entreprises se sont rendues compte que ce qu'on a laissé jusqu'à présent au hasard, ce serait intelligent peut-être de structurer le hasard et donc de créer des incubateurs. Donc il y a un certain nombre d'entreprises, dont Leroy Merlin, dont BNP Paribas, qui ont créé des incubateurs d'intrapreneurs. On les met tous ensemble pendant une période généralement de 3 ou 6 mois. Et ils vont avoir les moyens pour développer leur projet. Et j'insisterai sur le fait qu'il ne faut pas faire ça pour la communication, parce qu'on est très content évidemment si un jour un journaliste vient vous interroger, faire 2 pages dans l'Express ou d'autres gens, super. Mais si on fait ça que pour la communication, il y a un danger, c'est que les personnes pas toujours bien intentionnées vont dire oui mais tout ça l'entreprise c'est du greenwashing, dégagé. Bon. Donc il faut vraiment faire ça en profondeur avec les outils de l'entreprise, avec un business plan, avec tout le sérieux de l'entreprise. Et sur la réponse à la question qu'est-ce qui relève des salariés, qu'est-ce qui relève de l'organisation, trop souvent les salariés ils ont un peu tendance à considérer que l'entreprise c'est une mère nourricière et que l'entreprise doit faire ceci, doit faire cela. L'entreprise peut le faire, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais c'est important, en particulier au niveau des dirigeants d'entreprise, que quand on a la chance d'avoir des salariés qui arrivent avec de telles idées, il y ait une capacité d'incuber ces idées de manière à ce que ces idées deviennent une réalité et cette réalité va permettre de changer le monde. Merci. Donc, on va nous parler maintenant. Elle est avocate, titulaire d'un DESS et d'un DEA en droit économique. Elle a exercé la profession d'avocat spécialisé en contentieux, en droit pénal des affaires pendant 20 ans. Et puis en 2018, elle a rejoint l'équipe de Transparency International
pour s'occuper particulièrement du programme du secteur privé. Elle accompagne donc les entreprises et les organisations dans la mise en place de leur politique d'intégrité et de transparence. Et puis elle a donné des cours, alors c'est fini, des cours à Sciences Po, c'est ça? Oui, c'est vous aviez enseigné à Sciences Po, et vous confiez peut-être l'enseignement auprès d'autres organismes. À Nanterre et à ça. Voilà, dans le domaine du droit des libertés et de la répression. Bonsoir à tous. Donc je représente ici Transparency International. Transparency International est une ONG mondiale qui dispose maintenant d'à peu près 130 bureaux dans le monde, qui a été fondée il y a 25 ans, nous venons de fêter les 25 ans de Transparency, par Peter Heiger, qui était un ancien de la Banque mondiale et qui avait observé un certain nombre de dysfonctionnements dans le domaine de la corruption. Et donc Transparency travaille exclusivement sur les questions de corruption. Chaque bureau est relativement indépendant, même si nous avons une feuille de route de notre maison mère pour travailler sur les sujets. Et la France a fait le choix, le bureau français a fait le choix de travailler avec le secteur privé, c'est-à-dire, outre les missions que je vais brièvement décrire de Transparency, nous travaillons avec des entreprises. Nous avons ce que nous appelons un forum des entreprises engagées, qui comprend maintenant à peu près une trentaine d'entreprises françaises, la plupart étant des entreprises du CAC 40, et que nous engageons dans des bonnes pratiques, et dans un contexte un peu différent aujourd'hui, puisque la France s'est dotée d'un arsenal législatif assez lourd sur la question de la prévention de la corruption en 2016, ce qui n'existait pas auparavant. Et donc les bonnes pratiques sont devenues aujourd'hui finalement un cadre réglementaire auquel Transparency a beaucoup participé. Transparency a beaucoup œuvré pour obtenir cette fameuse loi dite loi Sapin. Et c'est dans ce nouveau contexte que nous essayons d'engager les entreprises pour aller plus avant dans des pratiques, de bonnes pratiques de prévention de la corruption. Alors, je ne vais peut-être pas projeter, oui, l'ensemble des slides que j'avais pensé peut-être vous déployer. Néanmoins, voilà, une ONG, comment on travaille? C'est assez simple. Nous avons plusieurs types d'actions. Nous avons ce qu'on appelle le plaidoyer. Le plaidoyer, c'est l'activité essentielle d'une ONG, c'est la façon dont on fait du lobbying auprès des pouvoirs publics pour faire avancer un certain nombre de positions. Alors, par exemple, nous le faisons sur le lobbying pour un lobbying transparent, responsable, puisque Transparency est favorable à l'existence du lobbying, mais souhaite l'encadrer pour une égalité d'accès au lobbying et pour que le citoyen, en bout de course, puisse assurer la traçabilité de la loi qui a été votée. Donc c'est essentiel pour nous que d'avoir du plaidoyer. Nous le faisons aujourd'hui dans le cadre de la campagne des élections municipales. Nous venons de lancer cette campagne pour engager le décideur public à prendre un certain nombre de mesures d'engagement dans le cadre de la campagne qui mènera sur les questions de transparence, sur les questions de prévention de la corruption, sur les questions de transparence relatives à ces frais de mandat, par exemple. Nous le faisons aussi à travers, évidemment, l'expertise que nous développons, et nous sommes partie prenante d'un certain nombre d'acteurs sur le sujet. Le journalisme d'investigation, vous savez qu'aujourd'hui il est important, il s'est largement développé, et nous travaillons avec des journalistes d'investigation pour porter un certain nombre de sujets à l'ordre du jour, et de façon à pouvoir ensuite exercer des moyens judiciaires, j'y reviendrai. Nous le faisons aussi à travers l'accompagnement, et c'est le choix de Transparency en France. Nous accompagnons les entreprises, je vous l'ai dit. Nous accompagnons aussi les acteurs publics. De la même manière que nous avons un forum des entreprises engagées, nous avons aujourd'hui un forum qui se développe, qui est récent, des collectivités engagées, qui nous permet de travailler à l'accompagnement des acteurs sur ces sujets. Et puis nous sommes une ONG. Nous mobilisons le citoyen sur ces sujets. Et nous mobilisons les citoyens sur ce sujet à travers plusieurs types d'actions. Nous avons dans notre mouvement un organisme très important qui est le Centre d'action civile et d'accompagnement citoyen, qu'on appelle un CAJAC, qui nous permet d'accompagner, de soutenir les lanceurs d'alerte. J'y reviendrai, c'est un élément, un sujet aujourd'hui fondamental sur ces questions de culture, d'intégrité, de probité, d'éthique. Nous le faisons aussi parce que nous travaillons avec des adhérents,
et nous mobilisons aussi nos bénévoles, et nous le faisons notamment à travers un programme qui est celui de l'enseignement supérieur et dont je suis responsable à l'interne, c'est-à-dire que nous allons dans les universités et dans les écoles déployer, dispenser des sensibilisations sur les questions de l'anticorruption. Nous le faisons au niveau national, nous avons formé plus de 400 étudiants l'an dernier dans les masters de métiers qui seront particulièrement exposés. Le métier des achats, nous travaillons beaucoup avec tout ce qui est logistique, mais aussi nous le faisons à Sciences Po, nous le faisons dans des écoles de commerce, nous le faisons à l'EDEC, nous le faisons auprès de multiples établissements d'enseignement. Nous le faisons ça avec des bénévoles qui viennent enseigner et donner de leur temps, construire des programmes. Nous le faisons sur l'alerte éthique, le lobbying, l'anticorruption, notamment. Cet engagement dans l'enseignement supérieur, nous l'avons renforcé chez Transparency, nous l'avons renforcé au niveau européen, puisque nous sommes partie prenante d'un programme Erasmus aujourd'hui, pour construire des modules relatifs à l'anticorruption qui sont intégrés dans les masters. Nous le faisons sous la houlette de l'IPAC en France avec plusieurs universités, dont une université finlandaise et une université suédoise et puis une université grecque. Et donc, dans le cadre de ce programme-là, sur 3 ans, nous allons travailler à la création d'un cours sur l'anticorruption. Alors, je ferai juste un focus sur l'accompagnement des entreprises, développer la culture de l'éthique, puisque c'est notre sujet. Qu'est-ce que c'est que cette culture de l'éthique? Nous avons tous notre éthique. Nous avons chacun notre propre morale, nous considérons chacun d'entre nous ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, la culture, l'éthique. Donc tout ceci, je dirais, c'est une question d'individu. Là où l'on bascule vers une forme de compliance, c'est quels sont les standards qu'on peut mettre en commun aujourd'hui dans une entreprise, c'est-à-dire un groupe d'humains, pour véhiculer un certain nombre de valeurs auxquelles nous sommes rattachés et qui vont constituer le socle de cette culture. Malgré les bonnes pratiques, malgré la diffusion d'un certain nombre de pratiques pilotes, il est apparu nécessaire néanmoins de passer en France par un volet réglementaire, comme l'ont fait à peu près tous les pays européens, mais aussi les pays anglo-saxons beaucoup, les pays américains, qui sur ces sujets sont extrêmement offensifs, et la Grande-Bretagne. Et donc aujourd'hui, nous évoluons avec finalement des standards législatifs qui sont calqués sur ces sujets, sur des standards internationaux pilotés, on va dire, par les pays anglo-saxons et qui consistent à développer l'alerte éthique. Et on va en reparler. Mettre en place dans les entreprises des plans de prévention de la corruption qui comportent des mesures, ces mesures étant obligatoires et donnant lieu aujourd'hui à des sanctions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et tout ça est très récent puisque ça date de 2016, donnant lieu à des sanctions qui sont elles-mêmes pilotées par une agence française anticorruption que nous n'avions pas auparavant et qui a des pouvoirs d'accompagnement, mais aussi des pouvoirs de sanction pour à la fois l'entreprise, mais le dirigeant d'entreprise qui est à titre personnel, ce qui est tout à fait, rejoint tout à fait le message d'ailleurs, à titre personnel responsable de la mise en œuvre d'un plan anticorruption. Alors, quel est notre rôle? Nous ne sommes pas des autorités de régulation, nous n'avons pas le pouvoir de contrôler les entreprises avec lesquelles nous travaillons, mais nous organisons à peu près tous les 2 mois des réunions auxquelles participent les représentants de ces entreprises et qui sont libres de débat et dans lesquelles ils peuvent partager à la fois leurs bonnes pratiques, leurs déconvenues sur un certain nombre de sujets, leurs difficultés aussi, et la façon dont ils s'y prennent pour essayer d'implémenter les valeurs qui sous-tendent en fait ces programmes dits aujourd'hui de compliance. C'est-à-dire quel est le socle de valeurs auquel une entreprise peut se rattacher pour donner du sens finalement à ce qui va se décliner aujourd'hui en obligation de mettre en place un plan de prévention, etc. Et nous avons 3 axes majeurs pour accompagner les entreprises sur ces sujets. D'abord, vous pouvez mettre tous les process que vous voulez en place.
toutes les obligations réglementaires que l'on souhaite voir exécutées, mettre en place une logique de risque. Ça va être important, vous allez avoir les services juridiques des entreprises qui vont renforcer bien sûr la rétention sur ces sujets, mais ce qui est essentiel, c'est l'engagement du top management. Il n'y a pas de véritable aujourd'hui engagement dans la lutte anticorruption, et quand bien même nous avons sur ces sujets une législation extrêmement, on va dire, sévère, vous n'avez pas de résultat réel s'il n'y a pas d'engagement du top management. C'est ce que vous disiez tout à l'heure en disant j'ai présenté à la direction générale et la direction générale m'a suivi. Et donc finalement on s'aperçoit que ceux qui arrivent, les acteurs qui arrivent aujourd'hui à développer une véritable culture sur ces sujets sont les acteurs dont le top management de l'entreprise est véritablement engagé sur la corruption. Et s'engager contre, bien sûr, contre la corruption, c'est évidemment déconstruire quand même un certain nombre de préjugés. On le voit aussi avec les étudiants. Il ne suffit pas de dire la corruption c'est pas bien, mais vous avez tout un tas de préjugés contraires. Pendant très longtemps, la corruption a été considérée comme un facilitateur de business, un passage obligé pour s'installer dans certains pays, sur certains marchés, etc. Et donc le pot de vin n'est pas un mot en soi d'ailleurs qui fait particulièrement froid dans le dos, partager un pot de vin finalement c'est plutôt sympathique. Donc il y a une déconstruction même culturelle des préjugés pour ensuite pouvoir faire passer le message sur la nécessité de combattre la corruption. Et d'autant plus dans nos pays où finalement l'individu voit assez peu le cataclysme que représente véritablement une corruption endémique. On peut le voir dans d'autres pays, mais le citoyen français, par exemple, ne mesure pas quel est en bout de chaîne le coût de la corruption et je veux dire de la petite corruption. Et ce qu'on constate aussi, c'est que chaque individu perçoit la grande corruption, qui au fond ne le concerne pas, parce que c'est un sujet, ça ne me concerne pas. Donc il perçoit la grande corruption et les enjeux climatiques par exemple, mais la petite corruption, la corruption dont les sommes sont plus faibles et en tout cas les moyens plus implantés d'une certaine façon. Le fait d'avoir des passe-droits, de pouvoir bénéficier, ça et là, d'un dossier qu'on mettra sur le début de la pile et qui fera qu'en termes de recrutement, peut-être qu'on passera au-dessus des procédures de recrutement qui ont été élaborées. Tous ces sujets-là, outre qu'ils affaiblissent complètement la crédibilité du top management, parce que quand vous faites des procédures, si c'est pour que certains y soient soumis et puis d'autres non, évidemment, on voit très vite quelle est la perte de confiance, on parlait de confiance tout à l'heure, et puis plus globalement dans nos sociétés, le délitement finalement du lien de confiance et le délitement de notre démocratie sur ces sujets. Et donc, c'est aussi sur ces thématiques-là que nous devons travailler. L'engagement du top management, pourquoi le top management doit s'engager aujourd'hui contre la corruption, et le fait-il de manière satisfaisante. Notre expérience, et si on regarde aujourd'hui la propre appréciation de l'Agence française anticorruption, c'est que le top management, véritablement, l'engagement n'est pas encore suffisant au sein de nos grandes entreprises. Deuxièmement, absolument essentiel aujourd'hui pour développer cette culture-là, développer une culture de la responsabilité. Et ça passe essentiellement par un sujet qui est un sujet difficile, malgré le fait qu'on en parle beaucoup plus, et qui va à l'encontre, pour beaucoup, de cette culture de la responsabilité, c'est le développement de la culture de l'alerte. Dire, avoir la capacité de dire dans une entreprise, pouvoir parler, ne pas mettre les sujets sous le tapis, pouvoir dénoncer et être valorisé par cette dénonciation, c'est un chemin qui, en France, dans la culture française, est extrêmement long. Or, l'alerte éthique, c'est tout sauf la dénonciation, j'entends, Vichy, etc. J'ai vraiment toujours ce type de sujet de débat qui revient. Alors, les grandes entreprises en sont pris, mais ça reste encore, et notamment dans les ETI ou dans des plus petites entreprises où la proximité des individus est telle que c'est très compliqué aujourd'hui de dénoncer. Néanmoins, l'alerte, la
dénonciation, c'est une culture de la responsabilité. C'est dire à un moment donné ce qui dysfonctionne, c'est montrer à son entreprise qu'on a intérêt à avoir un salarié qui dit à son manager qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne parce que peut-être on ne l'aurait pas vu, on ne l'aurait pas su. Et ce genre de sujet aujourd'hui, même s'ils peuvent perdurer, à un moment donné, ce que l'on sait, c'est que la fraude, elle a toujours un moment où elle s'arrête et que donc à ce moment-là, c'est beaucoup plus grave si on l'a mis au début. Donc, c'est difficile aujourd'hui à la fois de développer cette culture de l'alerte, mais néanmoins, c'est un axe majeur aujourd'hui du développement d'une culture, de l'éthique sur ces questions de probité et d'intégrité. Valoriser celui qui dit de bonne foi. On a tous les outils pour réprimer celui qui dit de mauvaise foi. Mais celui qui dit de bonne foi, on a tous les outils aussi pour le valoriser, on ne le fait pas. L'entreprise aujourd'hui a compris qu'elle avait intérêt à avoir délivré un certain nombre de messages, mais la protection que l'on doit avoir du lanceur d'alerte, la considération que l'on doit avoir pour lui, ça, c'est évidemment un point pour lequel il nous faut encore beaucoup travailler. Et enfin, le troisième axe majeur, au-delà de tous les aspects réglementaires qu'on pourrait évoquer, pour Transparency International, c'est aider les entreprises à construire en interne des indices de progrès. Faire de la compliance, mettre des procédures, développer un certain nombre de process, mettre des chartes éthiques. Est-ce qu'au final, ça marche? Comment l'entreprise aujourd'hui est à même de mesurer ses progrès? C'est un sujet extrêmement complexe, parce que les indices sont à la fois quantitatifs et qualitatifs. Mais sur ces sujets-là, à un moment donné, nous avons une vision pragmatique. Est-ce que ça fonctionne? Et où est-ce qu'il faut que justement nous puissions à nouveau développer du plaidoyer pour aller plus loin peut-être sur les aspects législatifs qu'on a déjà acquis? Mettre en place des plans de prévention de la corruption, oui. Mais très clairement aujourd'hui, est-ce que votre entreprise est véritablement engagée sur ces sujets? Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui? Alors, vous voyez que sur ça, eh bien, on a un certain nombre de flous encore. Et donc, ces trois axes majeurs nous paraissent aujourd'hui devoir faire l'objet encore d'évaluation, et c'est ce que nous allons faire cette année. Nous allons évaluer. Maintenant, nous avons une législation depuis 2 ans. Où en sont les entreprises aujourd'hui, à la fois sur cette culture de l'alerte, sur l'engagement du top management, sur la construction en interne des indices de progrès, qu'ont fait les entreprises pour vérifier qu'effectivement, elles n'avaient pas seulement coché des cases, mais elles avaient progressé dans leur démarche de probité et d'intégrité. Quel est le degré de compréhension des salariés de ces sujets, qui sont des sujets un peu arides, parfois difficiles? La corruption, on comprend. Le conflit d'intérêts, c'est déjà plus complexe. Est-ce qu'on a véritablement fait de la pédagogie? Est-ce que la formation a fonctionné, ou est-ce que simplement on a coché des cases pour dire ça c'est fait, ça je suis en règle avec la loi, et au final le résultat importe peu, dès lors qu'on a beaucoup en revanche communiqué sur ces sujets. Donc voilà aujourd'hui comment nous travaillons avec les entreprises. Nous développons pour ce faire tout un tas d'outils que vous retrouverez en ligne, des outils pratiques pour aider justement les entreprises. Alors nous avons des outils sur la loi, cette fameuse loi Sapin 2, nous avons des outils sur le guide de l'alerte éthique et la protection des lanceurs d'alerte. Nous avons des guides sur le conflit d'intérêts pour expliquer ce qu'est un conflit d'intérêts, comment on peut résoudre ces problèmes en amont, comment on peut prévenir le conflit d'intérêts. Nous avons aussi des moyens qui sont les chartes. Nous engageons les entreprises autour de chartes. Nous le faisons sur le sport. Et le sport est un sujet tout à fait passionnant parce qu'à la fois, dans le sport se niche de la corruption, mais le sport, on ne peut pas y toucher parce que c'est facteur de bien-être, c'est sympathique, c'est facteur de popularité, etc. Et dès qu'on veut toucher au sport, les places qu'on attribue aux uns, aux autres, dans les entreprises, les packaging qu'on fait, etc. C'est extrêmement compliqué. Donc, nous travaillons aussi à travers des chartes d'engagement à promouvoir un certain nombre de bonnes pratiques sur des activités bien particulières pour chacune des entreprises qui sont membres de ce forum. Voilà ce que je peux vous dire de manière très résumée sur l'accompagnement que nous faisons auprès des acteurs. Un petit mot de conclusion à nous lire avant d'engager les questions. Oui, bonsoir. Je pense qu'on a arrêté. On a couvert pas mal de sujets là. Moi, au nom de l'Initiative et Changement International, je vais probablement pas parler de l'Occident ou de l'Inde, mais d'autres régions du monde, comme l'Afrique par exemple. Alors, bon, pour nous, au sein de l'Initiative et Changement International, on est convaincus, bien entendu, que le changement commence par soi-même.
vont impacter la communauté ou la société et le reste du monde. Et dans le cadre de ce sillage, on est convaincu qu'il faut agir auprès des plus influents. Les plus influents de ce monde sont, bien entendu, le monde économique et le monde de la gouvernance, c'est-à-dire le secteur public d'une part et les politiques d'autre part. Et donc, bien entendu, si on veut améliorer le niveau de l'éthique au niveau du monde, il faut bien agir auprès de ces deux populations-là, et c'est un peu le sens de l'action que Antoine mène au sein de l'Initiative et Changement. Alors, je pense que c'est important de signaler, hein, sans être très très long, que le développement si je focalise sur l'Afrique, bien entendu, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs judiciaires sont beaucoup moins matures qu'en Occident. Hein, donc il y a des choses qui ont été probablement bien structurées en Europe et en Occident en général. Et donc rien que par la loi, on arrive déjà à bien contenir les bonnes pratiques, ou une bonne partie des bonnes pratiques. Donc c'est plus compliqué quand même, hein, de pratiquer la corruption en Occident qu'en Asie ou en Afrique. Mais l'idée en tout cas qu'on tire, hein, rapidement pour faire progresser, pour faire développer l'Afrique, bah, ça tient sur trois axes principaux. Le premier, c'est améliorer l'efficacité et la transparence des services publics, notamment par le numérique. À partir du moment où ce sont des serveurs qui apportent une partie des services publics, ben, il n'y a plus de corruption. Le deuxième axe qui est majeur, c'est réduire les impôts. Tant que le retour sur corruption est meilleur que le retour sur investissement ou sur taxe ou sur éthique, eh ben, les gens sont tentés par la corruption. Et donc, c'est important de baisser les taxes de façon à ce que, mécaniquement, le niveau de corruption baisse. C'est quelque chose qui va dans le même sens que l'administration électronique, bien entendu, puisque le coût du service public diminue et de ce fait, les taxes ou le coût du service public, bien entendu, est lui-même réduit et donc justifie moins de taxes. Le troisième axe, c'est bien entendu travailler sur l'humain, donc améliorer l'éthique individuelle, ce qui est un peu la mission de nos équipes Initiative et Changement dans pas mal de pays africains. Alors, pour revenir à une expérience plus personnelle, là, moi je suis d'origine tunisienne, et nous avons vécu au lendemain du printemps arabe on va dire, une ébullition, hein, de la société. Je n'ose pas appeler ça une révolution. Une ébullition de la société, et il y a un certain nombre de personnes qui ont imaginé que le développement de la Tunisie à ce moment-là passait nécessairement par un patronat plus citoyen, un patronat plus éthique, un patronat plus responsable. Et donc, j'ai eu l'occasion et l'honneur de faire partie des fondateurs du patronat qui a été cité tout à l'heure par Antoine, Connect, qui est la Confédération des entreprises citoyennes pour la Tunisie. Et on a eu cette idée de faire les choses simplement pour qu'un maximum de patrons puissent suivre ce mouvement-là. On a défini 4 axes sur lesquels il fallait se conformer. Le premier était bien entendu un axe, je dirais, économique. Et on a essayé de développer au sein du patronat tunisien le sens du moyen terme, puisque l'essentiel des affaires se jouait à court terme. Et donc, on maximisait les dividendes dans l'année N, quitte à ce que, dans l'année N+1, on fasse faillite. Et bien entendu, c'est beaucoup plus responsable vis-à-vis d'une entreprise que d'assurer un minimum de pérennité dans les activités économiques. Le deuxième axe est un axe social. Donc, je rebondis un petit peu sur ce que mes amis ont dit tout à l'heure. L'entreprise a besoin d'être un acteur du développement ou du progrès social. Déjà,
pour ses salariés, pour ses employés, mais aussi pour ses partenaires. Le troisième axe, de toute évidence, c'est l'axe environnemental. Et donc, bien entendu, si on arrive à développer le sens de la propreté, de la non-pollution, de la moindre pollution, déjà, ce serait énorme. Et le quatrième axe, fatalement, c'est la bonne gouvernance. Et bien entendu, il y a énormément de paramètres qui jouent sur la bonne gouvernance. Et nous, on s'est focalisé sur deux dimensions majeures. On s'est dit, si on arrive à faire celle-là, ce serait énorme. La première, c'est que les gens payent leurs impôts, ou que les entreprises payent leurs impôts. Hein. Il y a moyen, bien entendu, d'échapper à l'impôt, notamment pour tout ce qui est activité dans l'économie informelle, et en Afrique, l'économie informelle, c'est facile. Et le deuxième axe, c'est le rejet de la corruption. Ne pas rentrer dans la corruption. La tentation, effectivement, d'avoir un deal plus facile et moins cher est tellement forte que c'est important de pouvoir résister à ça. Voilà, donc ce qu'on peut tirer de cette expérience, hein, puisqu'il y a déjà 9 ans, hein, est-ce qu'on a amélioré l'éthique dans l'économie tunisienne? Ce serait très difficile de l'évoquer. Tout ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'à travers les gens que j'ai pu fréquenter, je peux vous dire qu'une personne sur 3 qui ont rejoint Connect l'ont rejoint par conviction, parce qu'ils avaient envie de faire propre, parce qu'ils avaient envie d'éthique. Et 2 personnes sur 3 qui ont rejoint Connect, c'était pour être avec les propres. Parce que c'est important de s'afficher, moi aussi je suis Connect. Et c'est pas pour autant que le business s'en est amélioré. Alors, probablement que l'une des raisons aussi qui ont fait que le retard de ce développement de l'éthique est beaucoup plus important que ce qu'on avait imaginé, c'est que politiquement, ben non, on n'a pas diminué les impôts, ben non, on n'a pas mis en place une administration électronique, ben non, l'environnement n'est pas favorable, je dirais, à ce qu'on diminue ces tentations et à ce que la réglementation cadre un peu mieux ces comportements qu'on appelle éthiques. Voilà ce que je voulais partager avec vous sans être bien long. Merci beaucoup pour votre attention et à votre disposition pour échanger. Des réactions et des questions parce que vous avez entendu énormément de choses. Dans certains cas, on s'est un petit peu étendu au-delà de ce qu'on avait prévu en temps passé, mais il nous reste quand même un peu de temps pour débattre. J'ai illustré sur cette invitation la complexité entre le petit producteur, le marché de gros qui va échanger les biens, la logistique. Il n'y avait pas d'image pour la banque, mais bon, j'en aurais mis une si j'en avais trouvé. Et il faut qu'on soit conscient que c'est pas facile pour les gens qui sont dans les entreprises. Et peut-être est-ce là un des points sur lesquels on pourrait commencer notre débat, sur la base éventuellement de l'expérience personnelle. Comment on fait? Oui. Bonsoir, merci tout d'abord pour toutes ces interventions très enrichissantes. J'ai une première question pour Madame Favre. J'étais resté sur ma faim, parce que pendant tout votre discours, vous parliez des entreprises. Je me suis dit, le fait d'avoir occulté le secteur public, je vais être provocateur exprès, on vous a dit non, ne vous approchez pas, vous n'avez pas de levier pour entrer et voir ce que, effectivement, toute la corruption dans le secteur public. Et ce qui est encore moins visible, c'est justement l'interface. Parce que ces mêmes entreprises dont vous parlez, c'est quand, effectivement, la corruption à l'intérieur de l'entreprise, vous avez très bien expliqué les outils à disposition qui sont à développer. Maintenant, quand il s'agit d'aller faire des affaires avec le service public, notamment les appels d'offres, etc., il y a des gisements. Et j'ai l'impression qu'ils ont été occultés. Alors, est-ce que c'est exprès, oublié? Voilà. Ils ont été occultés par manque de temps. Mais la réalité est que, de la même manière que nous avons un forum des entreprises engagées, nous avons aujourd'hui un forum des collectivités engagées. Parce que justement, les préoccupations que vous évoquez sont aussi les nôtres. Et qu'il nous a apparu absolument indispensable aujourd'hui de pouvoir former de la même manière que nous le faisions pour les entreprises, les acteurs publics. Alors nous avons aujourd'hui un forum qui a démarré en 2018, qui comprend 9
10 membres maintenant. Alors, des grandes villes comme la ville de Paris, des régions comme la région Aquitaine, des villes, vous avez notamment la ville de Limoges, l'agglomération de Grenoble. Tous ces acteurs se sont engagés de la même manière que les entreprises vers le partage des bonnes pratiques, la nécessaire sensibilisation dont ils ont véritablement besoin. Et à terme, notre objectif est bien sûr, ce que vous disiez, de faire dialoguer les acteurs privés et les acteurs publics dans le cadre des échanges que nous pourrons faire entre nos deux forums. Donc oui, nous sommes des interlocuteurs des acteurs publics et il nous est apparu absolument indispensable de l'être, au-delà des engagements, du lobbying que l'on fait, des engagements qu'on demande aujourd'hui aux futurs maires des communes. Nous avons aussi l'accompagnement des acteurs publics comme préoccupation essentielle et nous faisons d'ailleurs beaucoup de sensibilisation à leur destination. En dehors même de ce forum, nous allons les sensibiliser dans leurs services sur ces questions de corruption et des services qui sont plus exposés que d'autres. Mais je dois dire qu'il n'y a pas chez les acteurs publics, mais par manque aussi de formation, la même maturité que celle qu'on peut avoir aujourd'hui dans les grandes entreprises qui sont quand même très acclimatées à ces sujets. Il y a un besoin de formation et de sensibilisation. Alors, des grandes collectivités ont les moyens de le faire, des plus petites ne l'ont pas. Et donc, c'est absolument indispensable qu'on puisse aujourd'hui aller les sensibiliser sur ces sujets, sur la culture de l'alerte, sur leurs engagements propres, et d'essayer de partager les convergences qu'il peut y avoir entre public et privé. Et les conflits d'intérêts potentiels ou avérés chez les députés, chez les ministres, ça vous tente ou pas? C'est évidemment des sujets dont on s'occupe particulièrement. On a publié un guide sur les conflits d'intérêts parce que ce n'est pas une notion tout à fait simple et par ailleurs il n'y a pas toujours une seule réponse. La difficulté sur ces sujets, c'est de créer une forme de culture de questionnement. Que chacun puisse se questionner sur son propre comportement, parce que la particularité de ces sujets est double. D'une part, ce sont des sujets profondément humains, c'est du comportement, et deuxièmement, c'est toujours pour les autres, mais pas pour soi. C'est-à-dire que celui qui va trouver absolument effroyable le conflit d'intérêts qu'il va voir pointer chez un député ou autre, va tout à fait trouver logique que son copain lui passe un coup de main pour faire avancer son dossier sur la pile des dossiers pour que son fils soit embauché, etc. Donc la corruption, ou ces sujets-là, on va parler de corruption, mais ces sujets un peu plus difficiles à cerner, sont toujours des sujets pour les autres en réalité, mais susciter le questionnement de chacun sur son propre comportement, ça c'est plus compliqué. Et je dois dire que quand on arrive à le faire sur les conflits d'intérêts, finalement on a déjà beaucoup gagné. Mais c'est très difficile, même pour les salariés, c'est compliqué d'arriver à s'auto-questionner sur un potentiel conflit d'intérêts, quand bien même la situation ne poserait pas de difficultés dans une entité. Oui, vous avez parlé à juste titre de la protection des lanceurs d'alerte. Parce que dans des affaires très médiatisées, des lanceurs d'alerte ont été poursuivis en justice pour manquement au principe de confidentialité. Alors, que faire dans ces cas-là? Vous avez tout à fait raison, la question elle était essentiellement technique, pour laquelle les lanceurs d'alerte ont été condamnés. D'abord, ils ont été condamnés parce que pour pouvoir démontrer qu'ils étaient lanceurs d'alerte, ils ont dû voler des documents dans leur entreprise, et évidemment, l'entreprise n'a pas manqué de les poursuivre à cet égard. Deuxièmement, ils ont été immédiatement écrasés de procédures en diffamation, de toutes sortes. Et de toute façon, ils se sont retrouvés écrasés de procédures. C'est judiciaire, c'est un peu la technique du sous-marin. Vous noyez votre adversaire, qui n'a pas les moyens, en plus, d'avoir des avocats pour se défendre, et qui est plutôt quelqu'un d'honnête et qui donc n'a pas l'habitude de faire face à ce flux procédural. Vous commencez par l'affaiblir, en le noyant de procédures dans lesquelles il ne peut pas, en réalité, avoir les mêmes armes que l'entreprise face à laquelle il se retrouve. Donc ça, c'était avant l'entrée en vigueur de la loi Sapin, de ce fameux arsenal législatif dont je parlais tout à l'heure. Depuis la loi Sapin, d'abord, il y a une reconnaissance juridique d'un lanceur d'alerte. Alors, tout le monde n'est pas un lanceur d'alerte. Et pour que la notion puisse véritablement exister, il faut qu'elle soit circonscrite de manière claire. C'est celui qui, de bonne foi et dans l'intérêt général, va porter la parole. Et ensuite, il y a un certain nombre de protections. Et parmi les protections qui ont été mises par le législateur, vous avez justement la question des représailles. Avant, lorsqu'un lanceur d'alerte faisait l'objet d'un licenciement, il
fait l'objet d'un licenciement, il appartenait aux lanceurs d'alerte de démontrer que le licenciement, finalement, n'avait pas de cause réelle et sérieuse. Aujourd'hui, c'est à l'employeur de démontrer que le licenciement du lanceur d'alerte n'a pas pour fondement le fait qu'il ait lancé l'alerte. Donc vous avez ces premières mesures de protection. Ensuite, celui qui divulgue la confidentialité à laquelle le lanceur d'alerte a droit peut être poursuivi pénalement et sanctionné par de la prison. Ensuite, on accepte que le lanceur d'alerte puisse, pour les besoins stricts de sa défense, c'est-à-dire pour démontrer en fait ce message d'intérêt général et qui délivre de bonne foi, on l'accepte aujourd'hui qu'il puisse se procurer des documents en interne dans l'entreprise. Alors, néanmoins, ce sont des mesures, si vous voulez, de protection, mais c'est toujours a posteriori. C'est-à-dire que d'abord, il y a les procédures, et ensuite, on l'aide à mieux se défendre et à mieux se protéger. Mais néanmoins, il est écrasé, le lanceur d'alerte de procédure. D'où l'initiative dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, mais vous m'en donnez l'occasion et je vous en remercie. Une initiative qui est celle de la Maison des lanceurs d'alerte, qui a été créée maintenant en 2018, pardonnez-moi, à l'initiative d'un collectif d'ONG, notamment Sciences Citoyennes et de syndicats au sein de la Maison des lanceurs d'alerte, qui non seulement traite et accueille le lanceur d'alerte et traite juridiquement, on va dire, le sujet de l'alerte, mais apporte deux choses fondamentales pour le lanceur d'alerte. Un soutien psychologique, parce qu'il se trouve très très vite isolé, et un soutien financier, parce qu'encore une fois, le meilleur moyen de faire taire quelqu'un, c'est de faire en sorte qu'il n'ait pas les moyens de se défendre. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a fait. Et c'est pour ça que nous avons été aussi très vigilants, lorsqu'il s'est agi de contourner les acquis que nous avions eus sur le lanceur d'alerte par la loi sur le secret des affaires, qui est venue, évidemment, rogner un peu sur la protection des lanceurs d'alerte qui a été acquise. J'ajoute, pour terminer sur ce sujet, que l'Europe vient de se doter d'une directive sur les lanceurs d'alerte qui doit être transposée dans chaque État de l'Union européenne. Et donc, nous serons très vigilants que cette directive ne soit pas l'occasion pour nous de perdre les standards maximum que nous avons acquis à l'occasion de la protection de la loi de 2016. Je vous ai vu, mais je vais monter tout ça. Elle est très rapide, ma question. Vous êtes financé par qui? Alors, on est financé à la fois par des bénévoles. Nous sommes financés, nous travaillons sur des projets par des fondations, notamment la fondation Léopold Meyer qui nous permet de travailler sur les lanceurs d'alerte. Nous avons aussi des fonds sur des projets qui viennent de notre maison mère. Et nous avons une partie qui vient des entreprises et des collectivités dans le cadre de leur adhésion à Transparency pour l'accompagnement. Mais nous ne sommes dépendants d'aucun de ces financements. C'est-à-dire que nous avons une diversité de financements. Nous n'avons pas de financement public pour être libre sur le plaidoyer. Parce que sinon, c'est très difficile après d'aller porter la parole. Mais c'est important pour nous de ne pas être dépendants des entreprises, puisque c'est toujours la question qui vient. Et donc, nous avons une diversité de financements que nous essayons d'équilibrer, de façon à ce que si des entreprises sortent du forum, c'est-à-dire que nous avons la possibilité, évidemment, de suspendre ou de demander à une entreprise de sortir de ce forum lorsque les engagements qu'elle a pris devant nous et publiés sur notre site internet sont en contradiction flagrante avec les comportements qui sont les siens, nous ne sommes pas dépendants, ce n'est pas un problème. Nous pouvons fonctionner sans cette entreprise. Et nous l'avons fait l'an dernier pour la Société Générale. I'd like to ask a question in English for me. Well, I just wanted to respond to Lawrence's comment about the leadership at the top of organizations. Yes. And the culture, the tone at the top, as we say. I interviewed a man in London called Chris Weston. He is the chief executive of Agreco. It's a FTSE 250 company, so one of the largest companies in the UK in terms of market capitalization. They provide temporary energy units to major world outdoor events like the Olympic Games, the Commonwealth Games, Rugby World Cup, athletics and so on. And I said to him, would you ever sanction your people paying facilitation payments, in quotes, in order to secure a contract?
And he immediately said, never, not even £10, he said. Because once you go down that route, you don't know where it's going to lead. And he said that is a message that all our employees, 7,300 employees, that is a message they have to hear from me personally as CEO. And we have training on this. So I was very encouraged to hear him say that, and I've quoted him in this book. The other side of the coin, I've written about a very, very courageous South African whistleblower called Wendy Addison. She blew the whistle at LeisureNet, which is one of the largest, was one of the largest not sports facilities, but indoor training facilities across South Africa. And she was the international financial officer for the whole company. And she found that the two top directors of the whole company, who ran the company and who owned it, were filtering off money into a private bank account in the Channel Islands in Jersey. And she told them this was wrong, you know? And they said, you know, this is Wendy just getting a bit uptight kind of thing, you know. But she blew the whistle on them. She went public. And she had death threats, and eventually she had to leave the country. She had to actually leave the country and come and live in the UK. And she was so impoverished by this that she ended up begging on the streets of southwest London, literally begging, for a few months. She was then called back to their trial in South Africa, and these two guys were jailed. And the company collapsed. So she now runs an organisation called Speak Out, Speak Up, and she's hugely, hugely effective. I'm sure she would want to come and speak for you if you ever wanted to. But there are the most courageous whistleblowers. And whistleblowers are people who actually love the organisations they work for. They love the organisations they work for, and they are so angry and upset by what is going on that they feel the only way they can deal with it is to whistleblow. But they're actually people who are trying to be loyal to the organisations that they work for. Peut-être un petit commentaire sur ce que viennent de dire d'un côté Laurence et de l'autre Michael. Il y a un point commun en fait entre les, on appelle ça en français les whistleblowers, les lanceurs d'alerte, entre les lanceurs d'alerte et les intrapreneurs. Il y a un point commun, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une très forte vision éthique. Alors l'intrapreneur, c'est quelqu'un qui va construire une nouvelle activité business. Le whistleblower, c'est quelqu'un qui va se dire ça, c'est pas acceptable et donc il faut arrêter ce qui se passe. Mais par rapport, tout à l'heure, Laurence parlait de la déontologie par rapport à l'éthique. C'est le cœur du sujet, c'est-à-dire que l'éthique, elle est en situation, elle est en pratique. Et on ne peut pas codifier dans des lois ou dans des règlements internes, on ne peut pas tout codifier. Et donc le whistleblower comme l'entrepreneur social, c'est quelqu'un qui va écouter sa propre conscience et se dit là, il y a quelque chose à faire. C'est une intuition, une pulsion, une envie et qui l'amène à agir, effectivement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les whistleblowers parce que je sais déjà toutes les difficultés que peuvent avoir les intrapreneurs de convaincre en interne et toute la charge émotionnelle que ça peut avoir, le parcours du combattant que ça suppose. Les whistleblowers, comme l'a démontré Michael, c'est pire parce qu'ils sont vraiment ostracisés. Il y a quelques mains qui s'étaient levées là, au moment où on a parlé. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'aimerais bien avoir votre avis, si vous me permettez, sur Julian Assange. Est-ce qu'on pourrait faire pour ce gars-là? Transparency a soutenu, mais avec une certaine réserve, le cas de Julian Assange, d'abord parce qu'il faisait l'objet d'un certain nombre de poursuites personnelles pour des faits
qui n'avait rien à voir avec les dénonciations, mais qui brossait quand même un certain type de portrait. Je ne crois pas qu'il obtiendra l'asile en France, malgré les demandes qui ont été faites. Nous l'avons soutenu, si vous voulez, au titre de notre plaidoyer des lanceurs d'alerte, parce qu'il nous apparaissait. Mais le cas de Julian Assange est un petit peu particulier, compte tenu de la personnalité de l'individu. Et ce qui me fait penser qu'au fond, il faut faire attention aussi sur cette notion de lanceur d'alerte. Il faut aimer le lanceur d'alerte, il faut valoriser le bénéfice des lanceurs d'alerte pour notre société et pour les entreprises. Il faut comprendre quel est le bénéfice que l'on peut en tirer. Mais il faut aussi accepter que la motivation d'un lanceur d'alerte soit totalement indifférente à la qualité du message qui est divulgué. Je m'explique. On voudrait que tous les lanceurs d'alerte soient de véritables chevaliers blancs, très attachés à l'éthique, etc. La motivation d'un être humain est complexe. Les raisons pour lesquelles on va dénoncer des faits est très complexe, très difficile. Et il n'appartient à personne en réalité de juger cette motivation. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant là-dessus, parce qu'on risque de dénaturer totalement ce qu'est un lanceur d'alerte. Vous pouvez avoir une motivation, je vais le dire de manière un peu familière, extrêmement moche, mais en réalité dire des choses qui sont vraies. Et ça n'entache pas la véracité de ce qui est dit. Vous pouvez ne pas être animé uniquement de valeurs extrêmement de très belles valeurs au moment où vous faites la dénonciation. Mais il n'empêche que votre message, il est vrai, et que vous le faites de bonne foi, c'est-à-dire que vous avez en main les éléments qui assurent sa crédibilité. On ne vous demande pas d'être juge d'instruction quand vous êtes lanceur d'alerte, mais on vous demande néanmoins de pouvoir délivrer un message dont vous avez des éléments qui permettent d'en assurer la crédibilité. Et c'est suffisant. Et il faut aimer les lanceurs d'alerte dans ce statut-là uniquement. Et il faut les protéger et les valoriser sans avoir besoin de rechercher la motivation des individus. Nous avons besoin du message des lanceurs d'alerte. Notre société en a besoin, l'entreprise en a besoin, parce qu'elle a besoin de se protéger. Elle a aussi besoin de faire face à des messages qui aujourd'hui circulent avec l'information de manière tout à fait différente. Et protéger son organisation, protéger une organisation, c'est aussi être capable d'entendre les messages, quand bien même la motivation de l'individu est une motivation difficilement sondable. C'est un peu le cas, la difficulté avec Julian Assange. Parce que justement, il a fait l'objet de poursuites. Oui, il a fait l'objet de poursuites pour des faits de viol, etc. Et donc, c'est un peu une personnalité qui pose des difficultés, et puis pour des raisons politiques, je pense. Et Edward Snowden, si je peux me permettre, dans le même... Alors, Edward Snowden, c'est tout à fait différent. Nous l'avons beaucoup soutenu. Le mouvement s'est engagé, parce qu'il faut savoir que nous avons un fort plaidoyer en France sur les lanceurs d'alerte, mais nous avons un plaidoyer très important au niveau international. Donc ce soutien a été porté surtout par le mouvement international. À part Julian Assange, je dirais qu'on a vraiment soutenu les lanceurs d'alerte aujourd'hui tels que... Et nous les soutenons encore aujourd'hui pour ceux qui sont moins médiatisés, à travers ce CAJAD dont je vous parlais, qui nous permet de recevoir, d'écouter les témoins et les victimes de la corruption, et de commencer à faire un premier traitement de leur dossier pour les diriger ensuite vers des partenaires que nous avons et qui travaillent en pro bono sur ces sujets. Alors moi j'ai une question que je ne sais pas très bien formuler, mais qui me met mal à l'aise, c'est qu'il y a des entreprises multinationales qui se mettent au-dessus des pays et qui veulent avoir des tribunaux en parallèle et qui leur permettraient d'attaquer un pays qui ne voudrait pas accueillir une de leurs entreprises ou comme ça. Enfin bon, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là Est-ce que vous parlez de l'arbitrage, la façon dont on règle les conflits aujourd'hui sans passer par la voie judiciaire? C'est-à-dire qu'ils souhaiteraient, certaines entreprises, créer leur propre tribunal qui est au-dessus du tribunal des pays, enfin pour imposer par exemple qu'une entreprise s'installe et si elle est refusée, elle se fait attaquer, enfin le pays se fait attaquer. Bon, il y a eu des histoires de McDonald's en Italie, mais il y en a d'autres. Et je me dis, mais où est-ce qu'on va? Quand il y a des accords de libre-échange entre différents pays, les multinationales sont au-dessus. Et bon, comment est-ce que les pays
se protègent. Enfin bon, j'exprime pas très bien, mais bon, c'est les nouvelles que je lis de temps en temps. Alors, il y a deux choses dont je peux vous parler sur ce sujet. À la fois le développement de l'arbitrage, c'est-à-dire le fait pour les entreprises, quand elles ont des contentieux, de ne pas aller devant les juridictions, mais de se soumettre à des juges qu'elles ont elles-mêmes choisis. Ça, ce sont des pratiques qui se développent avec la France qui essaie d'être une place arbitrale très importante. Et puis vous avez un deuxième point qui rentre plus dans nos sujets et que je connais mieux, et qui a été très décrié, qui est la possibilité aujourd'hui pour les entreprises françaises de faire l'objet de sanctions sans passer devant les tribunaux pour des faits de corruption. C'est ce qu'on appelle la convention judiciaire d'intérêt public. Alors, Transparency, sur ce mécanisme que je résume brièvement. En fait, une entreprise est poursuivie pour corruption. On lui a ouvert la possibilité aujourd'hui de transiger. C'est-à-dire qu'elle va passer devant un procureur de la République et il va y avoir une transaction confidentielle au terme de laquelle elle va reconnaître les faits et payer une amende. Pourquoi? Parce qu'elle va gagner du temps au lieu d'aller de se mettre, je veux dire, au temps judiciaire, c'est-à-dire elle est là pour 15 ans, elle va gagner beaucoup de temps, et une entreprise n'est pas faite pour traîner les procès pendant des années, c'est très mobilisateur en interne, c'est difficile à gérer. Et deuxièmement, ça va lui permettre aussi de gagner quelque chose de très important, qui est qu'elle n'aura pas de casier judiciaire. Et c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui ce CGIP est extrêmement décrié. Une entreprise aujourd'hui qui a un casier judiciaire est une entreprise qui ne peut pas concourir sur les marchés internationaux, donc c'est une mort, d'une certaine façon, de l'entreprise. Et donc cette possibilité de transaction dite pénale a été ouverte par la loi Sapin. Et nous y avons été favorables chez Transparency dans un but tout à fait pragmatique, qui était qu'aucune entreprise française et ses dirigeants n'avaient véritablement été condamnés pour des faits de corruption. Très clairement. Parce que la corruption étant cachée, eh bien, la corruption est difficile à détecter. Autant on peut poursuivre les entreprises pour des abus de biens sociaux, c'est-à-dire on voit bien qu'il y a de l'argent qui sort et qui n'est pas véritablement dans l'intérêt social, mais l'utilisation qui est faite et les circuits financiers derrière est beaucoup plus compliqués. Donc vous n'avez pas véritablement de poursuite pour corruption. Et dans cette optique-là, nous avons soutenu ce fameux processus de transaction pénale en y mettant une vigilance particulière. D'abord, c'est une procédure qui n'est ouverte qu'aux entreprises qui ne sont pas des récidivistes, que la coopération soit évidemment sous le regard des autorités de poursuite en France, c'est-à-dire des procureurs financiers spécialisés, qui admettent ou pas au bénéfice de cette transaction en entreprise, et ensuite qu'évidemment les amendes soient significatives et qu'elles permettent d'indemniser aussi les victimes, ce qui est le cas aujourd'hui. Et vous avez depuis la loi Sapin, cette fameuse loi dont on parle depuis le début, depuis 2016, 7 entreprises françaises qui ont fait l'objet d'une transaction pénale. Mais c'est un parti pris que nous avons et qui a été combattu parce que beaucoup ont estimé qu'on faisait un énorme cadeau aux entreprises en les soustrayant aux juridictions de droit commun et en leur permettant de ne pas avoir de casier judiciaire, qui est la sanction à laquelle nous nous soumettons tous lorsque nous nous comparons, sont éventuellement devant un tribunal pénal. Néanmoins, ce prisme est dans l'absolu un prisme assez juste, mais dans les faits, c'est pas comme s'il y avait eu énormément de condamnations pénales et puis que tout à coup on faisait une faveur aux entreprises. Dans les faits, il n'y avait aucune condamnation des entreprises pour des faits de corruption. Aucune. Les entreprises organisées, en général, est sous-traitées. Donc, c'est plutôt les partenaires de l'entreprise qui prennent le risque. Donc, quelque part, vous avez bien eu raison de soutenir cette mesure, puisqu'elle est dans l'intérêt de tout le monde. Après, ce sont des questions ce sont des sujets de gouvernance. C'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que dans une entreprise, c'est la gouvernance qui accepte ou pas. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui refusent d'aller sur certains marchés. C'est un arbitrage de gouvernance. Vous pouvez mettre tous les process de prévention de la corruption, faire des due diligence sur les partenaires qu'on impose aujourd'hui, savoir avec qui on travaille, est-ce qu'on a les mêmes standards, est-ce qu'on a véritablement formé, etc. Si à un moment donné la gouvernance n'arbitre pas en disant ben là on n'y va pas parce qu'il y a trop de risques, c'est terminé,
Personne ne peut se substituer à ça. C'est pour ça que l'engagement du top management est essentiel. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu vers la fin de votre présentation, M. Vincent. C'est quand vous avez dit, quand on fait de l'entrepreneuriat, il ne fallait pas trop communiquer, parce que ça pourrait être perçu comme une forme de greenwashing. Parce que vous m'avez absolument surpris, parce que je m'apprêtais à vous poser cette question-là, en me disant, aujourd'hui, quand on s'appelle Coca-Cola, pardon si vous êtes travaillé chez Coca-Cola, mais je vais faire un exemple qui va puiser et faire tarir, par exemple, l'eau potable dans des pays énormes, en Asie, et que derrière, donc c'est pour son propre business, mais que derrière cette même multinationale, par la suite, puisse faire autant d'actions pour l'humanité, et qu'elle communique sur, par exemple, tel ou tel événement pour le sport, pour la jeunesse, pour ceci, pour cela, pour la culture. Quelque part, ma question à vous tous, en fait, il n'y a pas de tribunal aujourd'hui pour aller juger le manque d'éthique ou le greenwashing, ou le ethicwashing, etc. Je vois effectivement, en fait, c'est cette pratique-là, particulièrement, je ne parle pas de la pratique de ne pas être éthique, je parle de la pratique d'essayer de cacher tout ce qui n'est pas éthique par des miettes d'éthique et arriver à être reconnu, in fine, par ce qui est éthique. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous me comprenez, je ne suis pas en train de dire on va juger tous ceux qui ne font pas d'éthique, parce que c'est le sujet, mais je parle de ceux qui essayent de gruger, c'est-à-dire de cacher tout ce qui n'est pas éthique, qui est énorme, par des miettes, et faire entendre que, en fait, in fine, c'est des sociétés qui sont vraiment totalement éthiques. Et moi, ça m'exaspère. Voilà, quelque chose, ça me révolte. Peut-être deux réponses. D'une part, j'ai redécouvert dans Platon, je crois que c'est dans Gorgias, dans le dialogue de Platon, il y a cette phrase magnifique, « Nul n'est méchant volontairement ». Il y a peut-être des militants de l'ONG qui vont croire que les patrons passent leur temps à essayer de sucer le sang de leurs salariés et à détruire le monde de manière à ce qu'on soit envahi par les océans, etc. Mais ça, c'est pas la réalité. Nul n'est méchant volontairement, il faut se rappeler ça. Et Platon continue en disant que si ça se passe, c'est par la faiblesse de notre volonté, parce que nous ne sommes pas assez actifs pour construire le bien. Deuxième chose, concernant la communication. C'est un sujet, c'est un dilemme, c'est un sujet très très délicat, la communication. Parce que c'est François de Sales qui disait le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. Et on voit entre les entreprises américaines et les entreprises françaises des différences d'attitude. Les anglo-saxons ont tendance, et en particulier les américains, dès qu'ils font un petit truc, enfin moi je l'ai vécu dans le monde de la microfinance, dès que les banques américaines faisaient un petit truc dans le monde de la microfinance, ça faisait la une du Wall Street Journal. Et moi j'ai eu, pour vous raconter une anecdote, quand j'ai présenté le sujet au comité exécutif de BNP Paribas, j'avais en face de moi tous les grands directeurs, j'avais à côté de moi le directeur de la communication, qui bondissait sur son siège en disant « Et on va pouvoir communiquer, on va pouvoir communiquer hein, », authentique. Hein. Et le directeur général qui dit « Attention, on fait d'abord, on communique ensuite ». Et pendant 2 ans, j'avais l'interdiction de communiquer. Pourquoi? Parce qu'on était en train de bâtir le truc. Et que moi, dans mes rêves les plus fous, je me suis dit « Dans 6 mois, j'y serai ». En fait, ça a pris 2 ans pour bâtir tout le processus, parce qu'on va prêter à des institutions de microfinance qui elles-mêmes vont prêter, et donc il faut connaître les institutions, il faut se développer sur les différents territoires, enfin, c'est un projet mondial sur une vingtaine de territoires, etc. Enfin, bon, ça prend du temps. Et donc on a commencé à communiquer effectivement seulement 2 ans plus tard, et aujourd'hui on peut légitimement communiquer parce qu'on a un portefeuille qui fait 1,3 milliard réparti sur une vingtaine de pays, avec des impacts, etc. Mais voilà. Et je pense que c'est important de communiquer en même temps parce que ça peut avoir une valeur, enfin en interne. D'une part, les salariés sont fiers de ce genre de choses. J'étais très très touché quand je suis allé en Inde au début du déploiement du projet. Les Indiens qui disaient nous, les salariés de banque, on est très fiers de contribuer à une banque
d'être salarié d'une banque qui va contribuer au développement de notre pays. Et puis en externe, bah, peut-être que ça va donner des idées aux autres. Enfin, moi, pour être très honnête, j'ai regardé ce que faisait Citigroup et Deutsche Bank qui avaient une petite longueur d'avance par rapport à nous. Bon, donc je pense que c'est important de trouver l'équilibre entre l'excès de communication, dès qu'on fait un petit truc, on va faire la une du Wall Street Journal, et de s'abstenir de toute communication, comme c'est trop souvent le cas dans les entreprises françaises. C'est vrai que la communication, c'est pas l'engagement. Nous, on le voit. Aujourd'hui, les sujets d'éthique sont des sujets sur lesquels on communique. Cette communication-là, elle n'a pas son pendant dans l'engagement. Et une entreprise récemment l'a appris à ses dépens. L'entreprise Samsung a beaucoup, évidemment, s'est beaucoup engagée sur les droits humains. Et dans sa charte d'éthique, elle expliquait qu'évidemment, qu'un enfant ne travaillerait, etc. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les moyens de savoir se sont considérablement développés. Et chaque citoyen est en train de devenir plus facilement un acteur. Et donc, une ONG s'est bien sûr intéressée à l'entreprise en Chine et a constaté qu'évidemment, dans un atelier, des enfants travaillaient. Et en réalité, ce qui était de l'ordre de l'engagement sur je ne ferai pas sans sanction, eh bien vous avez aujourd'hui un juge français qui est venu dire mais monsieur, vous indiquez à vos consommateurs, à nous citoyens, qu'on peut acheter votre téléphone portable parce que vous ne faites pas travailler l'enfant et que ça va certainement être un plus dans la vente. Et en réalité, c'est faux. Et donc, je vous mets en examen pour publicité mensongère. Et ça, c'est une affaire qui date d'avril 2019. On attend de voir ce que ça va donner, parce que pour des raisons juridiques complexes, on n'est pas sûr que ça prospère. Mais néanmoins, on est dans ce mouvement aujourd'hui. Et sur l'engagement et sur ces histoires de blanchir un peu son image, etc., nous sommes, évidemment, en travaillant avec les entreprises, au cœur de ces sujets. Et très vigilants sur ces sujets. Parce qu'évidemment, une entreprise va chercher à se labelliser. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très vigilants sur le fait de pouvoir exclure et donc de ne pas dépendre d'une entreprise et de ne jamais faire de classement. Nous ne participons pas à des classements et nous n'en faisons pas. Mais on est au cœur évidemment de ce dilemme.